Vous êtes un général prussien en octobre 1806. Votre armée est la plus disciplinée d'Europe. Vos soldats marchent comme des machines. Vos formations sont parfaites. Vous êtes 80 000 hommes, lancés à la poursuite d'une force française que vous pensez être l'armée principale de Napoléon. Mais soudain, à travers le brouillard épais d'un matin d'automne, vous réalisez votre erreur. Ce ne sont pas 20 000 paysans français devant vous. Ce sont 20 000 lions commandés par le plus impitoyable des maréchaux de Napoléon, Louis-Nicolas Davout, l'homme que l'empereur appelle en privé son meilleur tacticien. Et dans les prochaines heures, cet homme va accomplir l'impossible. Il va écraser votre armée. Pas la retarder, pas la ralentir, l'écraser. 80 000 Prussiens contre 20 000 Français. Un rapport de 4 contre 1. Dans n'importe quel manuel militaire de l'époque, c'est une victoire garantie pour la Prusse. Mais les manuels n'ont jamais rencontré Davout. Ils n'ont jamais vu ce que peut faire un homme qui refuse d'accepter la défaite. À la fin de cette journée du 14 octobre 1806, la Prusse n'existera plus en tant que puissance militaire. Son armée légendaire sera détruite. Et tout cela se passera pendant que Napoléon, à 15 km de là, combattra une bataille complètement différente. Bienvenue à Auerstedt, le jour où un seul maréchal français a humilié un royaume entier. Pour comprendre pourquoi cette bataille est si incroyable, il faut d'abord comprendre qui était la Prusse en 1806. Ce n'était pas un royaume ordinaire, c'était une machine militaire avec un pays attaché. Depuis Frédéric le Grand, mort 20 ans plus tôt, la Prusse avait bâti sa réputation sur une chose, la discipline. Leurs soldats ne pensaient pas, ils obéissaient. Ils marchaient au pas avec une précision que personne d'autre en Europe ne pouvait égaler. Leurs formations étaient des œuvres d'art géométriques. Quand un régiment prussien tournait à gauche, chaque homme bougeait exactement au même moment. C'était hypnotique, c'était terrifiant. Et pendant des décennies, cela avait fonctionné. Les armées prussiennes avaient écrasé les Autrichiens. Elles avaient battu les Russes. Elles avaient forcé toute l'Europe à les respecter. Mais il y avait un problème fatal. La Prusse se battait encore comme en 1750. Leur tactique n'avait pas changé. Leurs généraux étaient les mêmes vieillards qui avaient servi sous Frédéric. Certains avaient plus de 70 ans. Ils montaient à cheval avec difficulté. Ils s'endormaient pendant les conseils de guerre. Mais ils portaient les uniformes. Ils avaient les titres. Et personne n'osait les remettre en question. Pendant ce temps, en France, tout avait changé. La Révolution avait tout bouleversé. Les vieux nobles qui achetaient leur grade avec de l'argent avaient été remplacés par des hommes qui gagnaient leurs étoiles sur le champ de bataille. Un soldat pouvait devenir général, s'il était assez bon. Un boucher pouvait devenir maréchal s'il était assez brave. Et au sommet de cette nouvelle machine se trouvait Napoléon Bonaparte. Un petit Corse qui avait révolutionné la guerre elle-même. L'année 1806 avait commencé calmement, trop calmement. Napoléon venait de détruire l'Autriche à Austerlitz en décembre 1805. Cette bataille avait été un chef-d'œuvre. L'empereur avait attiré les armées russes et autrichiennes dans un piège et les avait anéanties. 27 000 ennemis tués ou capturés. La France était maintenant la maîtresse de l'Europe centrale. Mais la Prusse regardait tout cela avec une inquiétude croissante. Le roi Frédéric Guillaume III était un homme faible. Il ne voulait pas la guerre. Il voulait négocier. Il voulait des compromis. Mais sa femme, la reine Louise, pensait différemment. Elle était jeune, belle, et surtout elle était furieuse. Elle regardait Napoléon, cet homme qui n'était même pas de sang royal, conquérir l'Europe comme si c'était son jardin personnel. Elle poussait son mari à agir. Elle portait l'uniforme d'un régiment de hussards lors des revues militaires. Elle promettait aux généraux que la Prusse écraserait ce parvenu français. Les généraux prussiens croyaient leurs propres mensonges. Ils pensaient que leur formation parfaite terrifierait les Français. Ils pensaient que la discipline prussienne briserait l'enthousiasme français. Ils se souvenaient de la gloire de Frédéric le Grand et pensaient que cette gloire était éternelle. Ils se trompaient. En septembre 1806, la Prusse envoya un ultimatum à Paris. Elle exigeait que Napoléon retire ses troupes d'Allemagne. Elle lui donnait jusqu'au 8 octobre pour répondre. C'était essentiellement une déclaration de guerre déguisée. Et Napoléon sourit en lisant le message. Il n'avait pas peur de la Prusse. Il avait envie de la détruire. Napoléon ne perdit pas une seconde. Avant même l'expiration de l'ultimatum, il mit en mouvement la plus belle armée qu'il ait jamais commandée. La Grande Armée de 1806 était une machine de guerre parfaite. 200 000 hommes organisés en 7 corps d'armée indépendants. Chaque corps était commandé par un maréchal. Chaque corps pouvait se battre seul pendant des heures. Et tous ensemble, ils pouvaient converger sur un point
et écraser n'importe quel ennemi. Parmi ces maréchaux, 3 hommes se distinguaient. Le premier était Louis-Nicolas Davout, le maréchal du 3e corps. Il avait 36 ans. C'était le plus jeune des maréchaux, mais aussi le plus brillant. Napoléon disait de lui qu'il voyait la bataille comme un mathématicien voit une équation. Froide, précis, implacable. Davout était un aristocrate par naissance, mais la Révolution ne l'avait pas détruit. Au contraire, elle l'avait libéré. Il avait gravi les échelons par le mérite pur. Il ne souriait jamais sur le champ de bataille. Il ne cherchait pas la gloire. Il cherchait la victoire. Son corps d'armée était le meilleur de toute l'armée française. Ses soldats étaient les mieux entraînés. Ses officiers étaient les plus compétents. Et Davout lui-même était un démon de l'organisation. Il savait exactement où se trouvait chaque bataillon à chaque instant. Le deuxième était Jean Lannes, le maréchal du 5e corps. Lannes était le contraire de Davout, impulsif, courageux jusqu'à la folie. Il chargeait en tête de ses hommes, sabre à la main, hurlant comme un diable. Napoléon l'aimait comme un frère. Il disait que Lannes était le plus brave de tous ses maréchaux. Et le troisième était Michel Ney, le rouquin, le lion, l'homme qui ne connaissait pas la peur. Ney commandait le 6e corps, et il avait une réputation terrifiante. Ses soldats le suivraient en enfer s'il le leur demandait. Ces 3 hommes allaient jouer les rôles principaux dans le drame qui allait se dérouler. Napoléon avait un plan simple mais génial. Il allait marcher à travers la forêt de Thuringe avec toute son armée en colonne serrée. Les Prussiens attendaient une invasion classique par le Rhin. Ils pensaient avoir des semaines pour se préparer. Mais Napoléon traverserait les montagnes et déboucherait dans leur dos avant qu'ils ne comprennent ce qui se passait. C'était une manœuvre appelée le bataillon carré. Les 7 corps d'armée avançaient sur un front large mais pouvaient se concentrer en moins de 24 heures. Si un corps trouvait l'ennemi, les autres convergeraient immédiatement. C'était révolutionnaire. C'était mortel. Et les Prussiens n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Le 8 octobre, la grande armée franchit la frontière. 180 000 hommes se mirent en marche. Le bruit était assourdissant. Des milliers de bottes frappant le sol en cadence. Des milliers de roues de canon grinçant sur les chemins boueux. Des chevaux hennissant. Des tambours battants. C'était le son de la guerre moderne. Et ils se dirigeaient droit vers le cœur de la Prusse. Les Prussiens n'étaient pas prêts. Pire encore, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Leur armée était divisée en 2 forces principales. La première, commandée par le duc de Brunswick, comptait environ 50 000 hommes. Brunswick avait 70 ans. Il avait combattu avec Frédéric le Grand. Il était prudent, trop prudent. La deuxième force était commandée par le prince de Hohenlohe. Encore 50 000 hommes. Hohenlohe était plus jeune mais tout aussi figé dans les tactiques du passé. Le problème était que personne ne commandait vraiment. Le roi Frédéric Guillaume était techniquement le chef suprême, mais il ne prenait jamais de décision. Brunswick donnait des ordres. Hohenlohe en donnait d'autres. Les généraux se disputaient. Et pendant ce temps, les Français avançaient. Le 10 octobre, Napoléon reçut des rapports de ses éclaireurs. L'armée prussienne était près d'une ville appelée Iéna. Parfait. Il ordonna immédiatement à tous ses corps de converger vers ce point. Davout reçut ses ordres à minuit. Il devait marcher vers le nord et couper la route de retraite prussienne vers Berlin. C'était une mission dangereuse. Davout serait seul, séparé du reste de l'armée par plusieurs kilomètres. Mais il ne protesta pas. Il réveilla ses hommes et se mit en marche dans la nuit noire. Le 13 octobre au soir, Davout et ses 26 000 hommes arrivèrent dans un village appelé Naumbourg. Ils étaient épuisés. Ils avaient marché toute la journée sous la pluie. Leurs uniformes bleus étaient trempés. Leurs chaussures tombaient en morceaux. Mais Davout ne leur donna pas de repos. Il savait que quelque chose de gros se préparait. Ses éclaireurs revenaient avec des rapports contradictoires. Des mouvements prussiens partout. De grandes colonnes de troupes. Des milliers de feux de camp. Quelque chose ne collait pas. À minuit, un messager arriva du quartier général impérial, un ordre de Napoléon lui-même. Davout devait traverser la rivière Saale à Kösen et marcher vers Apolda. Il devait prendre les Prussiens à revers pendant que Napoléon les attaquait de front à Iéna. C'était un ordre clair, simple. Mais Davout avait un mauvais pressentiment. Ses cartes montraient qu'il y avait 2 routes possibles pour les Prussiens. Une menait à Iéna, où Napoléon les attendait. L'autre menait vers le nord, passant par un village appelé Auerstedt. Et si les Prussiens n'allaient pas à Iéna? Et si la masse principale de leur armée prenait l'autre route? Alors Davout, avec ses 20 000 hommes épuisés, se retrouverait face à toute l'armée prussienne, seul. Davout prit une décision qui aurait pu le faire fusiller. Il modifia légèrement l'ordre de Napoléon. Au lieu de marcher directement vers Apolda, il prit une route plus au nord.
vers Auerstedt. Il jouait son instinct, et son instinct avait raison. Le 14 octobre 1806, 4 heures du matin. Le brouillard était si épais qu'on ne voyait pas à 5 mètres devant soi. L'air était glacial et humide. Les soldats français avançaient en silence, le souffle formant des nuages blancs devant leurs visages. Davout chevauchait en tête de sa colonne. Il ne dormait presque jamais avant une bataille. Son esprit travaillait constamment. Il calculait. Il anticipait. Il se préparait pour toutes les éventualités. À 5 heures du matin, alors que le premier corps de David traversait le pont de Cosen, un coup de feu claqua dans le brouillard, puis un autre, puis une volée entière. Les éclaireurs français étaient tombés sur quelque chose. Des cavaliers prussiens. Beaucoup de cavaliers prussiens. Le général Gudin, qui commandait la division de tête, envoya immédiatement un messager à Davout. Le message était simple mais terrifiant. Cavalerie ennemie en grand nombre. Infanterie prussienne aperçue. Impossible d'estimer les effectifs à cause du brouillard. Davout arrêta sa colonne. Il était face à un choix. Se replier et attendre des renforts, ou avancer et découvrir ce qu'il attendait dans ce brouillard? Un autre homme aurait reculé. Un autre homme aurait envoyé un message urgent à Napoléon. Mais Davout n'était pas un autre homme. Il donna l'ordre d'avancer. À 6 heures du matin, le brouillard commença à se lever légèrement, et ce que virent les Français les glaça jusqu'aux os. Ce n'était pas une patrouille prussienne, ce n'était pas une arrière-garde, c'était une armée entière, des colonnes d'infanterie prussienne à perte de vue, des régiments de cavalerie par milliers, des batteries d'artillerie s'étendant sur des kilomètres. Davout venait de tomber sur la force principale prussienne. 64 000 hommes, commandés par le duc de Brunswick lui-même. Plus tard, on découvrirait que les Prussiens avaient au total 80 000 hommes dans la zone, mais seuls 64 000 participeraient à la bataille. Davout avait exactement 26 000 hommes, un rapport de plus de 3 contre 1. Dans son quartier général mobile, Davout ne montra aucune émotion. Il appela ses généraux de division, Gudin, Friant, Morand. Ces 3 hommes étaient les meilleurs divisionnaires de toute l'armée française. Davout leur expliqua la situation avec calme. Ils étaient en infériorité numérique catastrophique. Ils ne pouvaient pas se replier car cela exposerait leurs flancs à la cavalerie prussienne. Et ils ne pouvaient pas attendre des renforts car le gros de l'armée française était à 15 km, combattant sa propre bataille à Iéna. La seule option était de tenir et de gagner. Les Prussiens, de leur côté, n'en croyaient pas leurs yeux. Leurs éclaireurs revinrent au galop vers le duc de Brunswick, avec des rapports confus. Des Français devant eux. Beaucoup de Français. Brunswick était perplexe. Selon ses cartes et ses renseignements, Napoléon était à Iéna. L'armée française tout entière était à Iéna. Alors qui étaient ces soldats devant lui? Une arrière-garde? Un corps isolé? Brunswick commet alors une erreur monumentale. Au lieu de déployer immédiatement toute son armée en ordre de bataille, il envoya seulement quelques divisions pour balayer ce qu'il pensait être une force mineure. Il allait apprendre à ses dépens qu'il n'y avait rien de mineur chez Davout. La première division prussienne à attaquer appartenait au général Schmettau. 8 000 hommes en formation parfaite, leurs uniformes bleu foncé et leurs hauts chapeaux noirs leur donnaient un air de machine de guerre. Ils avançaient au pas, les tambours battants, les drapeaux flottant dans le vent matinal. C'était magnifique. C'était terrifiant. C'était complètement inutile. Face à eux, la division Gudin s'était déployée derrière un petit village appelé Assenhausen. Les Français étaient en infériorité numérique 2 contre 1. Mais ils avaient quelque chose que les Prussiens n'avaient pas. Des tirailleurs. Alors que les Prussiens marchaient en rang serré, facilement visibles et vulnérables, les tirailleurs français s'étaient dispersés. Ils se cachaient derrière les haies, dans les fossés, derrière les murs des fermes. Et quand les Prussiens arrivèrent à portée de tir, l'enfer se déchaîna. Le fusil français modèle 1777 était une arme mortelle entre les mains d'un soldat bien entraîné. Il pouvait tuer un homme à 200 mètres. Et les soldats de Gudin étaient les mieux entraînés de France. Les volets de feu éclatèrent de partout à la fois. Les tirailleurs français tiraient, rechargeaient, tiraient encore. Les Prussiens tombaient par dizaines, puis par centaines. Leur belle formation se désintégrait sous le déluge de plomb. Les officiers prussiens hurlaient des ordres. Ils essayaient de maintenir les rangs. Mais comment maintenir des rangs quand un homme sur 5 tombe mort avant même d'avoir vu l'ennemi? La fumée de la poudre noire commença à remplir l'air, se mêlant au brouillard pour créer un voile opaque. On ne voyait plus rien au-delà de quelques mètres. Le bruit était assourdissant. Les coups de feu,
les cris des blessés, les hurlements des chevaux, les tambours qui continuaient à battre même quand les tambours eux-mêmes étaient morts. Schmettau ordonna une charge à la baïonnette. C'était la tactique prussienne classique. Quand le feu devient trop intense, fixez les baïonnettes et chargez. La terreur de l'acier froid briserait n'importe quelle ligne ennemie, ou du moins, c'était ce qui était supposé arriver. Les Prussiens se lancèrent en avant avec un hurlement de guerre. Ils coururent à travers la fumée et le feu, les baïonnettes brillant dans la lumière grise du matin. Mais les Français ne bougèrent pas. Ils formèrent le carré. C'était une formation défensive où les soldats se plaçaient dos à dos en un rectangle vivant, les baïonnettes pointées vers l'extérieur. C'était comme un hérisson de fer, et quand les Prussiens se jetèrent contre cette formation, ils moururent par vagues. À 7 heures du matin, Schmettau était repoussé. Il avait perdu 2000 hommes en moins d'une heure. Il envoya un message urgent à Brunswick. « Ce n'est pas une arrière-garde, c'est une armée. Demande renfort immédiatement. » Brunswick, toujours confus, commença enfin à déployer son armée entière. Mais c'était trop lent, trop rigide. La doctrine prussienne exigeait que chaque unité soit en place avant que l'attaque ne commence, que chaque bataillon soit aligné parfaitement, que chaque espace entre les régiments soit exact. Cela prenait du temps, un temps précieux que Davout utilisait brillamment. Pendant que les Prussiens se déployaient avec une lenteur méthodique, Davout renforçait ses positions. Il fit venir la division Friant, puis la division Morand. Il plaça son artillerie sur chaque petite élévation du terrain. Il transforma chaque ferme en forteresse miniature, et il attendit. À 8 heures, Brunswick lança sa deuxième attaque, cette fois avec 20 000 hommes. Des vagues d'infanterie prussienne déferlèrent sur les positions françaises. C'était une marée humaine en uniforme bleu. Les drapeaux prussiens flottaient par dizaines. Les tambours battaient un rythme infernal, et les Français tinrent bon. Ce qui se passa ensuite est difficile à décrire. C'était un massacre organisé. Les formations prussiennes, si belles sur le terrain de parade, devenaient des pièges mortels sous le feu. Les soldats ne pouvaient pas se disperser. La doctrine ne le permettait pas. Ils devaient rester en rang. Ils devaient avancer au pas. Et ils mouraient en rang. Les canons français crachaient des boulets qui traversaient les formations prussiennes de part en part. Un seul boulet pouvait tuer ou mutiler 10 hommes alignés. L'artillerie française tirait de la mitraille, des boîtes remplies de balles de mousquet qui explosaient comme un fusil de chasse géant. À 50 mètres de distance, une salve de mitraille pouvait effacer une compagnie entière. Le village de Hassenhausen changea de main 3 fois en 2 heures. Les Prussiens le prenaient. Les Français le reprenaient. Les rues étaient jonchées de corps. Le sang coulait dans les caniveaux. Les maisons brûlaient. Et toujours, la bataille continuait. Brunswick lui-même monta en première ligne pour rallier ses troupes. C'était un geste courageux, mais stupide. À 70 ans, il ne devrait pas être à portée de mousquet. Mais il était désespéré. Ses hommes se faisaient massacrer, et il ne comprenait pas pourquoi. Comment ces Français pouvaient-ils tenir? Comment 20 000 hommes pouvaient-ils repousser 60 000? À 9 heures du matin, la réponse vint sous la forme d'une balle de mousquet. Brunswick fut touché en pleine tête. La balle traversa ses 2 yeux, le laissant aveugle et agonisant. On le porta à l'arrière où il mourait quelques semaines plus tard. Le commandant en chef prussien venait de tomber, et avec lui tomba aussi la cohésion de l'armée prussienne. Le commandement passa au général von Wartensleben. C'était un homme compétent, mais il héritait d'une situation cauchemardesque. L'armée prussienne était déjà ébranlée. Les pertes montaient. Et maintenant, ils apprenaient que leur chef bien-aimé était mort. Mais Wartensleben n'abandonna pas. Il réorganisa ses forces et prépara une attaque massive. Il allait utiliser ce que la Prusse avait de mieux, la cavalerie. La cavalerie prussienne était légendaire. Les cuirassiers avec leurs armures brillantes, les hussards avec leurs uniformes flamboyants, les dragons montés sur leurs grands chevaux noirs. Wartensleben rassembla toute sa cavalerie disponible. Plus de 10 000 cavaliers. C'était une force capable de briser n'importe quelle ligne d'infanterie dans le monde, ou presque. À 10 heures, la charge fut lancée. 10 000 chevaux au galop. Le sol tremblait littéralement sous leurs sabots. La poussière se mêlait au brouillard pour créer un nuage opaque. Le bruit était comme le tonnerre. Les cavaliers hurlaient, les trompettes sonnaient la charge, les sabres brillaient dans la lumière grise. C'était l'apocalypse sur chevaux. Face à cette marée d'acier et de chair, les fantassins français firent ce qu'ils faisaient le mieux. Ils formèrent les carrés.
12 carrés répartis sur le champ de bataille. Chaque carré contenait environ 500 hommes. Ils se tenaient dos à dos, les baïonnettes pointées vers l'extérieur comme les piquants d'un oursin. Les officiers et les drapeaux étaient au centre. Les tambours battaient pour maintenir le moral, et les hommes regardaient la mort foncer vers eux. La première vague de cavalerie prussienne s'écrasa contre les carrés français comme une vague contre un rocher. Les chevaux ne peuvent pas être forcés à se jeter sur un mur de baïonnettes. C'est contre leur instinct. Ils s'arrêtent, ils se cabrent, ils tournent, et pendant qu'ils font ça, les fantassins tirent. Les volées partaient des 4 côtés du carré simultanément. Les cavaliers tombaient de leur selle. Les chevaux s'effondraient. Les survivants tournoyaient autour des carrés, cherchant une ouverture, un point faible. Mais il n'y en avait pas. Les carrés français étaient parfaits. Certains cuirassiers prussiens, dans leur désespoir, essayèrent de démonter et d'attaquer à pied. Mais un cuirassier à pied n'est qu'un fantassin en armure lourde. Ils furent abattus en quelques secondes. D'autres cavaliers tirèrent leurs pistolets et leurs carabines, tirant sur les carrés depuis une distance relativement sûre. Mais les pistolets de cavalerie n'avaient aucune précision. Ils faisaient du bruit et de la fumée, mais peu de dégâts. Pendant 30 minutes, la cavalerie prussienne tourbillonna autour des carrés français, comme des loups autour d'un troupeau de bisons. Et comme les loups, ils ne purent rien faire. Finalement, épuisés, décimés, démoralisés, ils se retirèrent. Plus de 2000 cavaliers étaient tombés. Les carrés français n'avaient perdu que quelques centaines d'hommes. C'était un désastre pour la Prusse. À 11 heures du matin, Davout reçut enfin des renforts. Pas beaucoup, juste une division de cavalerie légère commandée par le général Vialanes. 3000 cavaliers français. Contre les 10 000 Prussiens, c'était insuffisant. Mais Davout n'avait pas besoin d'égalité numérique. Il avait besoin de mobilité. Il ordonna immédiatement à Vialanes d'attaquer le flanc prussien. Les hussards et les chasseurs à cheval français se lancèrent dans une charge furieuse. Ils ne visaient pas à détruire l'armée prussienne. Ils visaient à créer le chaos. Et ils réussirent brillamment. Ils s'abattirent sur les trains de bagages prussiens. Ils capturèrent des canons. Ils dispersèrent les formations d'infanterie qui essayaient de se redéployer. Soudain, l'armée prussienne se retrouva attaquée de face et de flanc. La panique commença à se répandre. Les soldats prussiens regardaient autour d'eux et ne voyaient que confusion. Où était leur commandant? Mort. Où étaient leurs officiers supérieurs? Tués ou blessés? Où était la victoire facile qu'on leur avait promise? Nulle part. Au lieu de cela, ils étaient en train de se faire battre par une force 3 fois inférieure en nombre. C'était impossible. C'était humiliant. C'était en train de se produire. Midi. La bataille faisait rage depuis 7 heures. Les soldats des deux camps étaient épuisés. Beaucoup n'avaient pas mangé depuis la veille. Ils étaient couverts de poudre noire. Leurs uniformes étaient déchirés. Leurs visages étaient hagards. Mais les Français tenaient toujours. Davout était partout. Il galopait d'un point chaud à l'autre. Il encourageait ses hommes. Il repositionnait ses batteries. Il anticipait chaque mouvement prussien. Son esprit était comme une machine qui ne s'arrêtait jamais. Ses généraux le regardaient avec admiration mêlée de crainte. Comment un homme pouvait-il maintenir une telle concentration pendant des heures? Comment pouvait-il voir le champ de bataille entier, alors que la fumée et le brouillard réduisaient la visibilité à presque rien? C'était du génie pur. À 1 heure de l'après-midi, Wartensleben tenta une dernière attaque massive. Il rassembla tout ce qui lui restait. 40 000 hommes pour un assaut final. Si cela ne fonctionnait pas, tout était perdu. Les Prussiens avancèrent encore une fois. Mais cette fois, c'était différent. Il n'y avait plus de discipline parfaite. Les rangs étaient irréguliers. Les hommes étaient fatigués. Le moral était brisé. Ils avançaient parce qu'on leur avait ordonné d'avancer, pas parce qu'ils croyaient encore pouvoir gagner. Les Français les reçurent avec des volées de mousqueterie dévastatrices. Les canons français crachaient la mort sans interruption. Les servantes d'artillerie travaillaient comme des démons, rechargeant et tirant aussi vite que possible. Certains canons devinrent si chauds qu'ils devaient être arrosés avec de l'eau pour éviter qu'ils n'explosent. Et puis quelque chose de magique se produisit, quelque chose qui change le cours des batailles. Les Français contre-attaquèrent. Davout donna l'ordre. Les tambours battirent un nouveau rythme, la charge. 20 000 Français épuisés, affamés, couverts de sang et de poudre, se levèrent et attaquèrent. Ils ne marchèrent pas. Ils coururent, ils hurlèrent. Ils se jetèrent sur les Prussiens comme des furies. C'était de la folie pure. C'était magnifique. La ligne prussienne se brisa, pas en un point, partout à la fois. Les soldats prussiens,
qui avaient combattu courageusement pendant 8 heures, n'avaient plus rien à donner. Ils se retournèrent et coururent. Les officiers essayèrent de les arrêter. Certains tirèrent sur leurs propres hommes pour les forcer à se retourner. Rien n'y fit. La retraite devint une déroute. Les Prussiens jetaient leurs armes pour courir plus vite. Ils abandonnaient leurs drapeaux. Ils laissaient leurs blessés. C'était chacun pour soi. La cavalerie française les poursuivit sans pitié. Elle sabrait les retardataires. Elle capturait des régiments entiers qui se rendaient en masse. Le carnage était total. À 2 heures de l'après-midi, la bataille d'Auerstedt était terminée. L'armée prussienne avait cessé d'exister en tant que force combattante. Elle n'était plus qu'une foule terrorisée fuyant vers le nord. Quand la fumée se dissipa enfin, le champ de bataille ressemblait à une vision de l'enfer. Plus de 15 000 Prussiens étaient morts ou blessés. 3 000 autres étaient prisonniers. Ils avaient perdu 115 canons. Leurs drapeaux jonchaient le sol, piétinés dans la boue. Les pertes françaises étaient également lourdes. 7 000 hommes tués ou blessés. Mais ils avaient gagné. Contre toute logique. Contre toute probabilité. 20 000 contre 80 000. Et les 20 000 avaient gagné. Davout s'arrêta sur une petite colline qui dominait le champ de bataille. Il était calme, presque serein. Ses officiers l'entouraient, épuisés mais triomphants. L'un d'eux osa demander « Maréchal, comment avons-nous fait ?» Davout regarda le carnage devant lui. Il regarda ses soldats épuisés qui s'effondraient sur place. Il regarda les drapeaux prussiens capturés qu'on empilait comme du bois de chauffage. Et il répondit simplement « Discipline, organisation » et le refus d'accepter la défaite. C'était tout. Pas de grands discours, pas de déclarations héroïques, juste la vérité froide et dure. Pendant ce temps, à 15 kilomètres de là, une autre bataille se déroulait. Napoléon attaquait l'armée du prince de Hohenlohe à Jena. L'empereur avait 70 000 hommes. Les Prussiens en avaient 50 000. C'était une bataille importante, oui. Mais comparé à ce qui venait de se passer à Auerstedt, c'était presque une formalité. Napoléon écrasa Hohenlohe avec une efficacité brutale. À la fin de la journée, les Prussiens avaient perdu 15 000 hommes, et Napoléon pensait avoir remporté la victoire décisive de la campagne. Ce soir-là, alors que Napoléon recevait les félicitations de ses maréchaux à Jena, un messager arriva au galop. C'était un officier de Davout. Il était couvert de boue et de sang. Il mit pied à terre et se présenta devant l'empereur. « Sire, le maréchal Davout me charge de vous informer qu'il a rencontré l'armée principale prussienne ce matin à Auerstedt. Après 8 heures de combat, il l'a complètement détruite. » Il y eut un silence. Napoléon fronça les sourcils. « L'armée principale? Impossible. L'armée principale était ici, à Jena. » L'officier secoua la tête. « Non, sire. Le maréchal a affronté plus de 60 000 Prussiens, avec seulement 20 000 hommes. Le duc de Brunswick est mort. L'armée prussienne est en pleine déroute vers le nord. » Napoléon regarda fixement le messager. Puis il regarda ses autres maréchaux. Personne ne parlait. L'empereur réalisa soudain la vérité. La grande victoire de la journée n'était pas la sienne. C'était celle de Davout. Un de ses maréchaux venait d'accomplir ce qui était peu. Être la plus grande victoire tactique de toutes les guerres napoléoniennes. Et Napoléon n'y était même pas. La réaction de l'empereur fut complexe. D'un côté, il était fier. Davout était son élève, son protégé. Cette victoire prouvait que le système français, la doctrine napoléonienne, fonctionnait même sans la présence de l'empereur lui-même. Mais d'un autre côté, il y avait une pointe de jalousie. Napoléon était un génie militaire, mais il était aussi humain. Et quel homme aimerait être éclipsé par son subordonné? Néanmoins, il cacha ses sentiments. Il ordonna immédiatement à toute l'armée de se lancer à la poursuite des débris de l'armée prussienne. Ce qui suivit fut l'une des poursuites les plus impitoyables de l'histoire militaire. Pendant 2 semaines, la Grande Armée traqua les restes de l'armée prussienne à travers tout le nord de l'Allemagne. Il n'y avait plus de bataille organisée. C'était juste une chasse. Les garnisons prussiennes se rendaient les unes après les autres. Des forteresses qui auraient pu tenir pendant des mois capitulaient après quelques coups de canon. Le moral prussien était complètement brisé. Les soldats ne voulaient plus se battre. Ils ne voulaient que rentrer chez eux. Le 27 octobre, moins de 2 semaines après Auerstedt, la Grande Armée entra dans Berlin. La capitale prussienne tomba sans résistance. Napoléon chevaucha à travers la porte de Brandebourg et s'installa dans le palais royal. Il dormit dans le lit du roi de Prusse. C'était l'humiliation ultime. Le royaume qui se croyait invincible avait été détruit en moins d'1 mois.
Et tout avait basculé en une seule journée. Le 14 octobre 1806, le jour où Davout avait prouvé qu'un maréchal français valait 4 généraux prussiens. Mais revenons à cette question fascinante. Comment Davout a-t-il fait? Comment 20 000 hommes ont-ils battu 80 000? La réponse n'est pas simple. Ce n'était pas juste du courage. Ce n'était pas juste de la chance. C'était une combinaison de facteurs qui s'additionnaient pour créer un avantage décisif. Premièrement, l'entraînement. Les soldats français de 1806 étaient les mieux entraînés du monde. La plupart étaient des vétérans avec plusieurs années de campagne. Ils savaient tirer vite. Ils savaient former les carrés en moins de 30 secondes. Ils savaient se battre en terrain difficile. Les Prussiens, malgré leur réputation, étaient moins bien entraînés. Beaucoup étaient des conscrits récents. Leur entraînement se concentrait sur le défilé et les mouvements de parade, pas sur le combat réel. Deuxièmement, les tactiques. Les Français utilisaient des tirailleurs. Ces fantassins légers se dispersaient et utilisaient le terrain pour se couvrir. Les Prussiens avançaient en rang serré, offrant des cibles faciles. Les Français formaient des carrés flexibles qui pouvaient se déplacer et s'adapter. Les Prussiens utilisaient des formations rigides qui ne pouvaient pas changer rapidement. Troisièmement, le commandement. Davout était un génie tactique. Il voyait le champ de bataille comme un tout. Il anticipait les mouvements ennemis. Il plaçait ses troupes aux bons endroits, au bon moment. Les généraux prussiens étaient figés dans les tactiques de Frédéric le Grand. Ils suivaient des règles écrites il y a 50 ans. Ils ne s'adaptaient pas. Quatrièmement, le moral. Les Français croyaient en leur cause. Ils croyaient en leur chef. Ils croyaient qu'ils pouvaient gagner même quand tout semblait perdu. Les Prussiens se battaient par discipline, pas par conviction. Quand leur discipline se brisa, il ne resta rien. Mais il y avait aussi un facteur souvent négligé, l'artillerie. Les canons français à Auerstedt étaient commandés par le général d'Abbeville. C'était un maître de son art. Il plaça ses batteries sur chaque élévation du terrain. Il concentra son feu sur les points critiques. Il changea de cible constamment pour maintenir les Prussiens dans un état de stress permanent. L'artillerie prussienne, bien qu'excellente en théorie, était mal utilisée. Elle était dispersée le long de la ligne. Elle tirait sans coordination. Et surtout, elle fut rapidement capturée par la cavalerie française qui balayait le champ de bataille. À la fin de la bataille, presque toute l'artillerie prussienne était entre les mains françaises. C'était un désastre technique autant que tactique. Un autre aspect crucial était la logistique. Les soldats de Davout étaient affamés et fatigués, certes, mais ils avaient des cartouches. Beaucoup de cartouches. Chaque fantassin français portait 60 cartouches dans sa giberne, et les trains de munitions suivaient de près. Les Prussiens, en revanche, commencèrent à manquer de munitions vers midi. Certains régiments ne purent même pas riposter lors des dernières attaques françaises parce qu'ils n'avaient plus rien à tirer. Manquer de balles pendant une bataille, c'est comme manquer d'essence au milieu d'une course. Vous êtes fini. Et puis il y avait la géographie. Auerstedt n'était pas un champ de bataille idéal pour personne. C'était un terrain vallonné avec des villages, des fermes, des haies et des petits bois. Mais Davout sut l'utiliser. Il transforma chaque village en forteresse. Il plaça ses tirailleurs derrière chaque haie. Il utilisa les plis du terrain pour cacher ses mouvements. Les Prussiens, habitués aux grands espaces plats où leurs belles formations pouvaient se déployer, se retrouvèrent dans un labyrinthe. Ils ne pouvaient pas utiliser leur supériorité numérique parce que le terrain ne permettait pas de déployer tout le monde en même temps. C'était comme essayer de faire entrer 10 personnes dans une porte prévue pour 2. Vous avez plus de monde, mais ça ne sert à rien si vous ne pouvez pas tous vous battre en même temps. Et finalement, il y avait quelque chose d'intangible, quelque chose qu'on ne peut pas mesurer avec des chiffres. L'esprit, la volonté, le refus absolu de perdre. Davout avait dit à ses hommes dès le début de la bataille, « Nous ne pouvons pas reculer, nous ne pouvons pas fuir. Nous ne pouvons que gagner ou mourir. Alors choisissez. Voulez-vous vivre en vainqueur ou mourir en lâche ?» Les hommes avaient choisi. Ils avaient choisi de se battre. Et ce choix avait fait toute la différence. Parlons maintenant des hommes eux-mêmes, pas les généraux, pas les maréchaux. Les soldats ordinaires qui se tenaient dans ces carrés, qui tiraient jusqu'à ce que leurs épaules soient meurtries par le recul, qui chargeaient la baïonnette même quand ils ne pouvaient plus tenir debout. Ces hommes venaient de partout, de Bretagne et de Provence, de Paris et de Lyon. Certains étaient d'anciens paysans, d'autres étaient des artisans des villes. Ils avaient rejoint l'armée pour 1000 raisons différentes, certains par patriotisme, d'autres pour échapper à la pauvreté, d'autres encore parce que la conscription les y avait forcés. Mais à Auerstedt,
Ils devinrent quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Ils devinrent la Grande Armée. Prenez le cas du sergent Pierre Coignet. Il était dans la division Gudin, un homme ordinaire d'une petite ville près de Bourges. Avant la Révolution, il aurait vécu et mort sans que personne ne se souvienne de son nom. Mais la Révolution avait ouvert des portes. Et à Auerstedt, Coignet se tenait dans un carré face à la cavalerie prussienne. Il écrivit plus tard dans ses mémoires. Nous voyions les chevaux arriver comme une tempête. Nous entendions les sabres qui sifflaient dans l'air. Mais nous ne bougions pas un centimètre, parce que nous savions que si le carré se brisait, nous mourions tous. Alors nous tenions, nous tirions, et nous prions. Voilà le vrai héroïsme. Pas spectaculaire. Juste un homme faisant son travail dans les pires conditions imaginables. Ou considérez le lieutenant Espagne de la division Morand. Il commandait une compagnie de voltigeurs. Ces fantassins légers qui se battaient en ordre dispersé. À un moment de la bataille, sa compagnie fut encerclée par des hussards prussiens dans un petit bois près du village. Les Prussiens appelèrent à la reddition. Espagne répondit par une volée de mousqueterie, puis il ordonna la charge à la baïonnette. 60 hommes contre 300 cavaliers. C'était de la folie. Mais cela fonctionna. Les hussards, surpris par l'audace française, se retirèrent. Espagne perdit 20 hommes mais sauva sa compagnie. Il reçut la Légion d'honneur pour son action. Mais il dit plus tard qu'il avait simplement fait ce que n'importe quel officier français aurait fait, refuser d'abandonner. Et puis il y avait les histoires tragiques. Le colonel Lacroix du 25e régiment de ligne. Il menait ses hommes dans la défense de Hasnosen quand un boulet de canon le frappa en pleine poitrine. Il mourut instantanément. Ses soldats, enragés par la perte de leur colonel bien-aimé, se battirent avec une fureur redoublée. Ils reprirent le village et le tinrent jusqu'à la fin de la bataille. Lacroix fut enterré sur place. Ces hommes érigèrent une simple croix en bois avec son nom gravé dessus. Cette croix existe peu, être encore quelque part sous les champs de Auerstedt. Les canonniers méritent une mention spéciale. Servir une pièce d'artillerie était l'un des métiers les plus dangereux de la bataille. Vous étiez exposé. Vous ne pouviez pas vous cacher. Et les Prussiens tiraient en priorité sur les canons. Pourtant, les artilleurs français ne cessèrent jamais de tirer. Même quand les servantes tombaient autour d'eux, même quand les canons étaient si chauds qu'ils brûlaient la peau, ils continuaient. Un servant d'artillerie nommé Dubois perdit son bras droit quand un boulet prussien éclata près de sa pièce. Il attacha son bras mutilé avec sa ceinture pour arrêter l'hémorragie. Puis il retourna à son canon et continua à servir avec son bras gauche jusqu'à ce qu'il perde conscience. Ses camarades le portèrent à l'arrière. Il survécut et il reçut une pension pour ses blessures. Mais il dit toujours que son seul regret était de ne pas avoir pu terminer la bataille. Ces histoires individuelles se multipliaient par milliers sur le champ de bataille. Chaque homme avait sa propre histoire, son propre moment de terreur, son propre acte de courage. Et ensemble, ces milliers d'histoires créèrent quelque chose de plus grand. Une victoire qui semblait impossible devint réelle, parce que des hommes ordinaires firent des choses extraordinaires. Du côté prussien aussi, il y avait du courage. Ne pensons pas que les Prussiens étaient des lâches. Ils se battirent avec bravoure contre des zones impossibles créées par leur propre commandant. Le major von Winning du régiment Treuenfels chargea à la tête de ses hommes dans Hassenhausen 6 fois. 6 fois, il fut repoussé. À la 6e charge, il tomba avec une balle dans la poitrine. Ses derniers mots furent « Continuez pour le roi ». Ces hommes essayèrent, mais sans leur major, sans coordination, ils furent massacrés. Le régiment Treuenfels perdit plus de la moitié de ses effectifs à Auerstedt. C'était un sacrifice inutile, causé par de mauvaises tactiques, mais c'était quand même un sacrifice. Ces hommes méritent d'être rappelés aussi. Les cuirassiers prussiens montrèrent un courage extraordinaire. Charger contre des carrés d'infanterie est un acte de bravoure pur. Vous savez que vous allez probablement mourir. Mais vous chargez quand même parce que c'est votre devoir. Le capitaine von Kruzmark mena une charge de cuirassiers contre un carré français. Son cheval fut tué sous lui. Il se releva et continua à pied, essayant de frapper le carré avec son sabre. Il fut transpercé par 6 baïonnettes, mais il ne recula jamais. C'était stupide tactiquement, mais c'était héroïque humainement. Après la bataille, quand les morts furent comptés et que la réalité s'installa, les survivants des deux camps furent confrontés à la même vérité. Ils avaient participé à quelque chose de monumental. Les Français savaient qu'ils avaient accompli l'impossible. Les Prussiens savaient que leur monde venait de s'effondrer. Pour les Français, il y avait de la fierté, mais aussi de l'épuisement.
Gagner une bataille aussi dure laisse des cicatrices. Beaucoup de soldats qui survécurent à Auerstedt ne furent plus jamais les mêmes. Ils avaient vu trop de morts. Ils avaient tué trop d'hommes. Certains développèrent ce qu'on appellerait aujourd'hui un stress post-traumatique. Ils faisaient des cauchemars. Ils sursautaient au moindre bruit. Ils ne pouvaient plus regarder la fumée sans repenser à ce matin brumeux d'octobre. Mais ils portaient aussi une fierté immense. Ils avaient fait partie du 3e corps de Davout, le corps qui avait tenu contre toute une armée. Pour le reste de leur vie, quand ils se rencontraient, ils pouvaient dire « J'étais à Auerstedt ». Et tous ceux qui comprenaient la guerre savaient ce que cela signifiait. Pour les Prussiens, c'était différent. C'était de la honte. Pas une honte personnelle. La plupart s'étaient battus courageusement, mais une honte collective. Comment leur fameuse armée avait-elle pu perdre si complètement? Comment leur tactique, forgée par le grand Frédéric, avait-elle pu échouer si lamentablement? Ces questions hantèrent la Prusse pendant des années. Mais de cette honte naquit quelque chose de précieux. Une détermination à changer, à s'adapter, à apprendre. Les réformateurs prussiens étudièrent Auerstedt en détail. Ils analysèrent chaque erreur, chaque défaut du système, et ils construisirent quelque chose de nouveau. L'armée prussienne qui émergea de ces réformes était radicalement différente, plus flexible, plus méritocratique, plus moderne. En 1813, quand la Prusse se souleva contre Napoléon lors de la guerre de libération, elle avait une armée qui avait appris les leçons d'Auerstedt. Elle avait adopté les tirailleurs, elle avait adopté la promotion au mérite, elle avait adopté l'initiative individuelle, et cette nouvelle armée prussienne joua un rôle crucial dans la défaite finale de Napoléon. Donc, d'une certaine façon, Davout avait semé les graines de la future défaite française. En battant les Prussiens si complètement, il les avait forcés à évoluer. Et la Prusse évoluée serait plus dangereuse que l'ancienne Prusse n'aurait jamais pu l'être. C'est l'ironie de l'histoire. Vos plus grandes victoires peuvent créer vos futurs ennemis les plus redoutables. Après la bataille, Davout écrivit son rapport officiel à Napoléon. C'était un document sobre, presque froid. Il détaillait les mouvements des troupes, les pertes, les résultats. Il ne se vantait pas. Il ne demandait pas de gloire. Il faisait juste son travail. Mais à la fin du rapport, il ajouta une phrase. « Sire, le 3e corps a fait son devoir. Je n'ai rien à ajouter. » Cette phrase résume parfaitement Davout. Pas de fanfare, pas de drama. Juste le devoir accompli. Napoléon, en lisant le rapport, aurait apparemment dit à ses aides de camp « Davout est le meilleur tacticien de l'armée. Peut être même meilleur que moi. » C'était un compliment énorme venant de l'empereur. Mais Davout ne fut jamais autant célébré que d'autres maréchaux, comme Ney ou Murat. Ils n'avaient pas leur charisme. Ils n'avaient pas leur flamboyance. Il était juste terriblement, implacablement efficace. Et dans une armée pleine d'égos surdimensionnés, cela le rendait presque invisible. Mais pour ceux qui comprenaient vraiment la guerre, Davout était le plus grand de tous. La victoire d'Auerstedt eut des conséquences qui dépassèrent largement le champ de bataille. Elle détruisit la Prusse en tant que puissance militaire pour une génération. Le roi Frédéric Guillaume dut accepter la paix de Tilsit en 1807, une paix humiliante. La Prusse perdit la moitié de son territoire. Elle dut payer des réparations énormes. Son armée fut limitée à 42 000 hommes. C'était une nation brisée. Mais paradoxalement, cette défaite sauva la Prusse à long terme. Les réformateurs prussiens, menés par des hommes comme Scharnhorst et Gneisenau, comprirent que leur vieux système était mort. Ils modernisèrent tout, l'armée, l'éducation, l'administration. Ils abolirent les privilèges aristocratiques dans l'armée. Désormais, les officiers seraient choisis par mérite, pas par naissance. Ils créèrent un système de conscription universelle. Chaque citoyen devait servir. Ils adoptèrent les tactiques françaises, les tirailleurs, les formations flexibles, l'initiative individuelle. En 1813, quand la Prusse se retourna contre Napoléon, elle avait une armée nouvelle, une armée moderne, une armée qui avait appris les leçons d'Auerstedt. Et cette armée joua un rôle crucial dans la défaite finale de Napoléon. Donc, d'une certaine manière, Davout avait créé son propre ennemi futur. En battant si complètement les Prussiens, il les avait forcés à se réinventer. Et la Prusse réinventée serait finalement plus dangereuse que l'ancienne. Pour la France, Auerstedt représenta l'apogée du système napoléonien. C'était la preuve que les méthodes françaises fonctionnaient, qu'un maréchal français bien entraîné pouvait commander un corps d'armée de manière indépendante et gagner même dans les pires circonstances. C'était la validation de tout ce que Napoléon avait construit. Mais c'était aussi d'une certaine manière le début de la fin.
Après Auerstedt, il n'y avait plus d'ennemis traditionnels à battre en Europe. L'Autriche était écrasée, la Prusse était détruite, la Russie était temporairement alliée, l'Espagne était encore amie. Napoléon allait devoir chercher de nouveaux défis, et ces défis, en Espagne et en Russie, se révéleraient beaucoup plus difficiles que n'importe quelle bataille rangée. Vous ne pouvez pas battre une guérilla avec la même tactique qui a battu l'armée prussienne. Vous ne pouvez pas conquérir la Russie avec 20 000 hommes, même commandés par Davout. Les victoires de 1806 contenaient déjà les graines des défaites de 1812 et 1813. Mais revenons à notre héros du jour. Que devint Davout après Auerstedt? Il continua à servir Napoléon avec une loyauté absolue. Il combattit en Espagne. Il participa à la campagne de Russie, où son corps d'armée fut l'un des seuls à maintenir sa discipline pendant la retraite catastrophique. En 1813, il défendit Hambourg contre toute l'Europe coalisée. Même après l'abdication de Napoléon en 1814, Davout refusa de se rendre jusqu'à ce que l'empereur lui-même lui ordonne de le faire. Quand Napoléon revint de l'île d'Elbe en 1815 pour les 100 jours, Davout était là. L'empereur le nomma ministre de la guerre. Mais Davout n'alla pas à Waterloo. Il resta à Paris pour organiser les défenses de la capitale. Certains historiens pensent que si Davout avait été présent à Waterloo au lieu de Ney, Napoléon aurait pu être gagné. C'est impossible à savoir, mais c'est révélateur que beaucoup le croient. Après Waterloo et la seconde abdication de Napoléon, Davout fut l'un des seuls maréchaux à ne jamais servir la Restauration. Il refusa tous les honneurs que les Bourbons lui offraient. Il vécut retiré dans son château, écrivant ses mémoires, jusqu'à sa mort en 1823. Il avait 53 ans. Même sur son lit de mort, quand on lui demanda s'il regrettait quelque chose, il répondit « Je regrette de n'avoir pas pu servir l'empereur plus longtemps. » La bataille d'Auerstedt nous enseigne plusieurs leçons qui restent valables aujourd'hui. La première, les nombres ne garantissent pas la victoire. 20 000 hommes bien commandés, bien entraînés et bien motivés peuvent battre 80 000 hommes médiocres. C'est une leçon que les armées modernes ont apprise et réapprise au cours des siècles. Du Vietnam à l'Afghanistan, les grandes armées ont découvert que la supériorité numérique compte moins que la qualité, l'entraînement et la motivation. La deuxième leçon, l'importance du commandement. Un grand général peut transformer une armée moyenne en force d'élite. Un mauvais général peut transformer la meilleure armée du monde en désastre. Davout était un grand général. Brunswick, malgré sa réputation, était dépassé par son époque. La différence entre les deux décida du sort de la bataille. La troisième leçon, l'adaptabilité bat la rigidité. Les Prussiens suivaient des règles écrites 50 ans plus tôt. Les Français s'adaptaient constamment. Quand une tactique ne fonctionnait pas, ils en essayaient une autre. Quand le terrain changeait, ils changeaient leur approche. La guerre n'est pas un jeu d'échecs où les règles sont fixes. C'est un chaos où seuls survivent ceux qui peuvent s'adapter. La quatrième leçon, le moral est une arme. Les soldats français croyaient qu'ils pouvaient gagner. Les Prussiens commencèrent la bataille confiants, mais leur confiance s'effrita face à la résistance française. À la fin, les Français attaquaient et les Prussiens fuyaient. Tout était question de qui croyait encore pouvoir gagner. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans l'histoire d'Auerstedt. Ce n'était pas une bataille glorieuse dans le sens traditionnel. Il n'y avait pas de charge de cavalerie héroïque contre des positions impossibles. Il n'y avait pas de sacrifice romantique. C'était juste 20 000 hommes ordinaires faisant un travail extraordinaire. Des hommes qui avaient marché toute la nuit dans la boue, qui n'avaient pas mangé, qui étaient terrifiés quand ils avaient vu l'armée prussienne émerger du brouillard, mais qui avaient tenu bon, parce que leur maréchal leur avait dit de tenir, et parce qu'ils refusaient de laisser tomber les hommes à côté d'eux. C'est ça, la vraie héroïsme, pas les gestes spectaculaires, mais la détermination silencieuse de faire ce qui doit être fait, même quand tout semble perdu. Les soldats de Davout à Auerstedt incarnaient cette forme d'héroïsme. Ils savaient qu'ils étaient en infériorité numérique. Ils savaient que les chances étaient contre eux. Mais ils se battirent quand même, pas parce qu'ils pensaient qu'ils gagneraient nécessairement, mais parce qu'ils refusaient d'accepter la défaite sans se battre. Aujourd'hui, si vous visitez le champ de bataille d'Auerstedt, vous trouverez un monument modeste. Il n'est pas aussi grand ou impressionnant que ceux d'Austerlitz ou de Waterloo, mais il est là, marquant l'endroit où l'impossible s'est produit. Une plaque commémore les soldats des deux camps qui sont morts ce jour-là. Prussiens et Français ensemble, parce qu'à la fin, ils étaient tous des hommes qui ont fait leur devoir. Le village de Hassenhausen existe toujours. Les fermes qui ont été transformées en forteresses sont encore là, reconstruites après la bataille. Les routes que Davout et ses hommes ont parcourues sont maintenant goudronnées. Les champs où tant d'hommes sont morts sont maintenant cultivés. Le blé pousse là où le sang a coulé.
C'est comme ça que le temps efface même les plus grandes batailles. Mais l'histoire reste. L'histoire de 20 000 contre 80 000. L'histoire d'un maréchal qui a refusé de perdre. L'histoire d'une victoire qui ne devrait pas exister, mais qui existe quand même. Auerstedt nous rappelle que dans les moments les plus sombres, quand tout semble perdu, la détermination humaine peut encore triompher. Davout et ses hommes n'avaient aucune raison logique de gagner cette bataille. Sur le papier, c'était impossible. Mais ils ne se battaient pas sur le papier. Ils se battaient dans la boue et le sang et la fumée. Et là, avec assez de courage et d'intelligence, l'impossible devient possible. C'est peu être la leçon la plus importante qu'Auerstedt nous enseigne. Ne jamais accepter que quelque chose est impossible simplement parce que les chiffres le disent. Les chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. Le reste dépend de l'esprit humain. Et l'esprit humain, quand il est poussé à ses limites, peut accomplir des miracles. Le 14 octobre 1806, 20 000 hommes ont accompli un miracle. Ils ont sauvé l'honneur de la France. Ils ont détruit la légende de l'invincibilité prussienne. Et ils ont prouvé qu'avec le bon commandement, la bonne tactique et assez de détermination, rien n'est vraiment impossible. Voilà l'histoire d'Auerstedt. Le jour où la France a écrasé la Prusse contre toute attente. Le jour où un maréchal est devenu une légende. Le jour où 20 000 ont battu 80 000. Et si vous pensez que c'est impossible, rappelez-vous ceci. Cela s'est vraiment passé. L'histoire le prouve. Les monuments le marquent, et les descendants de ces hommes en portent encore la fierté aujourd'hui.